Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à la rétrospective de l'actualité ce dimanche sur les antennes de Canal 2 International. C'est une semaine assez chargée qui s'est donc achevée avec la célébration du 30e anniversaire marquant l'accession à la magistrature suprême de son Excellence Paul Biya, président de la République. À travers les 10 régions du Cameroun, des manifestations ont été organisées pour rendre un vibrant hommage à l'homme du 6 novembre 1982. Dans cette édition de la rétrospective de l'actualité ce dimanche, nous parlerons aussi des préfets des départements qui prennent donc fonction depuis quelques jours. Ils sont installés par les différents gouverneurs des régions. Et puis nous allons évoquer le prince René Douala Mangabel qui s'en est allé cette semaine aux premières heures du 6 novembre 2012. Et puis nous allons parachever cette œuvre à l'étranger avec les États-Unis où Barack Obama a remporté haut la main la victoire face au républicain Mitt Romney. C'était aux États-Unis d'Amérique. Il est encore assis pour les 4 prochaines années et il va donc tenter dans cette édition, au cours du reportage que nous aurons à suivre, de pouvoir évoquer son plan d'action qui marquera cette fois-ci les 4 années qu'il passera à la Maison-Blanche. Notre invité à la rétrospective de l'actualité ce dimanche sur Canal 2 International, mesdames, messieurs, c'est Robert Mouté Ambassa. Il est membre du comité central du RDPC, personne ressource. Il est d'ailleurs très aguerri et il s'intéresse beaucoup plus aux questions sociales, politiques, économiques et culturelles. Avec lui, nous allons donc débattre des sujets aussi délicats au cours de cette émission. Robert Mouté Ambassa, bonjour et bienvenue à la rétro ce dimanche. Bonjour Serge, et puis je suis heureux d'avoir été invité à la rétro. Ça faisait quand même un peu plus de 2 ans que je n'étais plus passé en retour. Et là, c'est avec plaisir que je suis là pour faire un point de la situation durant la semaine qui vient de s'écouler. Voilà, merci d'avoir honoré notre invitation. Nous commençons cette édition de la rétrospective de l'actualité ce dimanche sur Canal 2 International. Cette fois-ci pour voir comment est-ce que les Camerounais donc, ont célébré le 30e anniversaire marquant l'accession à la magistrature suprême de son Excellence Paul Biya, président de la République du Cameroun, du côté de l'ouest du Cameroun, précisément dans le département du Kounki à Banjoun et puis dans autres régions du Cameroun. Reportage. La section RDPC du Kounki s'est associée à l'ensemble des autres sur le territoire national pour célébrer les 30 ans de magistrature suprême du président Paul Biya, par ailleurs président national du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. La place des fêtes de Banjoun s'est avérée étroite pour accueillir l'immense foule de militants et sympathisants qui sont venus saluer l'avènement le 6 novembre 1982 du renouveau dont les réalisations se passent de tout commentaire dans le département du Kounki. Victor Fotso, chef de la délégation du comité central du RDPC, en a profité pour inviter ses camarades à se mobiliser pour des inscriptions en masse sur les listes électorales et surtout à adopter l'attitude du militant parfait et vigilant, car, dira-t-il, l'ennemi ne dort jamais. Si nous sommes à Demdeng aujourd'hui, c'est pour rappeler les jeunes, même les adultes, qui n'ont pas suivi comment Paul Biya a monté au pouvoir. Pour la circonstance, le cap sur l'émergence négocié par le Parti des Flammes devrait constituer l'objet de toutes les attentions des militants RDPC du Kounki, qui comptent parmi les sections pilotes de la région de l'Ouest, d'où l'appel d'Albert Kouinché, président de section pour un plus grand raffermissement dans les rangs afin d'affronter et de vaincre les éventuels obstacles. C'est à l'unisson qu'on a clamé à Banjoun ce 6 novembre 2012. Joyeux anniversaire, Monsieur le Président. À l'occasion de ce 30e anniversaire marquant l'accession à la magistrature suprême du président de la République, son Excellence Paul Biya, la rédaction centrale de Canal 2 International s'est arrêtée sur les différents pseudonymes qui sont attribués au président de la République, traduisant par là même la force et le travail de l'homme du 6 novembre 1982. Évocation, Louis-Roger Noadjé. La célébration anniversaire des 30 ans de magistrature suprême du président de la République Paul Biya offre ce mardi 6 novembre 2012 une opportunité exceptionnelle pour marquer un temps d'arrêt et énumérer les différents pseudonymes que l'histoire, les situations, les événements et les faits et gestes ont suscités en 30 ans. Des noms que le président de la République, sans le vouloir, s'est vu attribuer par l'imagination et l'inspiration fertile, peut-on le croire, de ses compatriotes. Dès son accession à la magistrature suprême le 6 novembre 1982, il a tout de suite reçu le nom de baptême de l'homme du 6 novembre, de l'homme du renouveau.
on parle de l'homme, de la rigueur et de la moralisation. Avec l'avènement du multipartisme en 90, marqué par la liberté d'expression et de par sa réserve, son flegme, sa discrétion et ses sorties inopinées, certains compatriotes s'empressent de l'appeler l'homme lion, le locataire des tout-dits, le meilleur élève de Mitterrand, le sphinx, le chef de l'État, chef des chefs, est appelé Nomgui, Kunkuma, Popol pour les plus intimes. Un président de la République dont le nom aurait d'ailleurs inspiré un projet éditorial, le Popoli, un journal satirique dans lequel on retrouve des rubriques telles les Popoleries. En 30 ans, que de petits noms pour le président de la République. Nous recevons ce dimanche, dans le cadre de la rétrospective de l'actualité sur les antennes de Canal 2 International, M. Robert Mouté Ambassa. Il est membre du comité central du RDPC et personne ressource. Bonjour, une fois de plus. Bonjour Serge. Membre du comité central, qu'est-ce que vous faites là-bas dans ce comité central? Le RDPC est un parti très bien structuré. Il a le président national au-dessus, suivi du bureau politique, du comité central et des organes de base. Et donc, le président est préside aux destinées du parti, effectivement. Le bureau politique accompagne le président dans ses tâches, dans sa tâche au niveau national. Le comité central est un tout petit peu comme le gouvernement du parti, où les membres du comité central sont un peu les yeux, les oreilles du parti sur le terrain. C'est des personnes qui encadrent les organes de base, sans se substituer à elles. Elles vont sur le terrain pour accompagner les organes de base, de façon à ce que le rendement soit optimum pour le RDPC. Donc en fait, en gros, un membre du comité central, c'est un notable du parti, c'est un ministre du parti qui est là pour encadrer les organes de base et remonter dans le sens base vers sommet tout ce qui part de la base et puis redescendre aussi ce qui part du sommet vers la base. Voilà, aujourd'hui vous portez une double casquette de personne ressource. C'est quoi une personne ressource? Non, disons qu'une personne ressource, c'est quelqu'un qui est très porté à travailler pour le parti, à s'investir à fond pour le parti, à être présent parce que vous savez, à la base, il y a beaucoup de problèmes à la base qui sont des problèmes de chaque jour. Et ces problèmes de chaque jour doivent pouvoir trouver des solutions à travers certaines élites, à travers certains membres du comité central. Et les ressources qu'on apporte ne sont pas que financières, ça peut être des ressources intellectuelles, ça peut être des ressources techniques. En fait, toute forme de ressources qui puissent aider les organes de base à bien fonctionner. On a remarqué aussi quelque part que ces derniers temps, il est aussi question d'un peu, voire même beaucoup d'indiscipline au sein du parti. Comment est-ce que cela est traité à votre niveau, au niveau du comité central, l'indiscipline au sein du parti? Non, je ne pense pas qu'on puisse parler d'indiscipline, je pense plutôt que le parti vit. Le RDPC est un parti qui vit et la démocratie s'exerce à fond dans le RDPC. C'est la raison pour laquelle ceux qui ont fonctionné dans un passé où il fallait être béni oui, aujourd'hui, on a du mal à comprendre que des gens puissent s'exprimer. Le président a voulu que les gens s'expriment. Les gens s'expriment librement, y compris au sein du RDPC. Maintenant, c'est un peu des gens qui ont des idées qui ne vont pas forcément, qui ne cadrent pas forcément avec les visions du président, qui ont tendance à empêcher les gens de s'exprimer. Et si vous regardez bien, parfois, c'est les gens même qui jouent contre leur propre parti. Mais je pense que le RDPC est un parti ouvert qui vit. Et dans cette vitalité, on a l'impression qu'il n'y a pas d'indiscipline. À partir du moment où vous discutez, vous parlez en respectant les textes, les règlements intérieurs, il n'y a pas de raison qu'on puisse vous reprocher de quoi que ce soit. Nous restons donc dans la mouvance de la célébration du 30e anniversaire du renouveau cette fois-ci pour donner la parole à quelques Camerounais rencontrés dans les rues de la capitale économique Douala. Misère, souffrance, pauvreté, ces mots reviennent avec insistance dans la bouche de la plupart des Camerounais interrogés ce jour pour qualifier les 30 années de pouvoir du président Biya. Le peuple est en train de souffrir pour les 30 ans que Paul Biya a passé au pouvoir. Il y a trop de galères, il y a trop de souffrance. La souffrance, c'est la souffrance. Si on peut nous retirer dans ça, ça serait une bonne chose. Et la souffrance, on n'est pas à l'aise. Malgré qu'il y a la pauvreté et tout, mais moi je n'ai pas de problème avec lui. Donc si c'était rien que moi qui demeure là-bas. Continuité de paix, espérance et espoir d'après les moins ulcérés qui soutiennent que malgré les manquements observés depuis 1982, l'actuel président de la République a opéré tout de même quelques avancées au Cameroun.
Je ne pense pas que la situation soit telle qu'aujourd'hui nous devrons désespérer d'avoir eu 30 ans du régime Biya. Tant il est vrai que Paul Biya n'avait pas hérité d'une nation en guerre. Il a quand même su entretenir la paix pendant 30 ans, assurer la stabilité et la cohésion nationale pour tout le pays. Je pense qu'aujourd'hui, on lui doit également un certain nombre de choses, comme l'instauration d'une démocratie fût-elle molle, la liberté de la presse qui est une carte d'identité camerounaise en matière de liberté d'expression. Donc je crois que les 30 ans du renouveau, certes, ont quelques lacunes, il y a des choses reprochables, mais dans l'ensemble, j'approuve, je partage, même si je ne suis pas d'accord avec une telle longévité au pouvoir, il me semble en l'occurrence évident que dans un contexte purement africain, cela peut se justifier. Bien de ceux qui sont considérés aujourd'hui comme faisant partie du petit peuple pensent que le président de la République n'a pas su pendant 30 ans s'éloigner des promesses. Et il n'a pas su gérer cette crise-là, une crise politique bien entendu, il n'a pas su gérer cette crise-là. C'est ça qui a des effets délétères jusqu'aujourd'hui. Le bilan de Paul Biya en réalité qui est sur tout point de vue très négatif. Globalement, de l'avis des observateurs engagés, les résultats du président de la République sont mitigés, avec notamment des succès par domaine, succès aux arrière-goûts d'inachevé. Le président de la République, je ne crois pas qu'il soit très content d'un certain nombre de choses. C'est pourquoi il a tendance à le répéter dans ses discours. Je ne peux pas le dire de manière précise, mais il y a des choses qui restent à faire quand même. Des Camerounais qui s'expriment sur les actes posés par le président de la République, on a quand même remarqué qu'en partie, il y en a qui demandent de faire confiance au président de la République parce qu'il y a des projets structurants qui sont là, il faut qu'il achève l'œuvre de reconstruction et surtout afin d'atteindre l'émergence du Cameroun. Ben, moi, je suis parmi ceux qui pensent que le président doit être plus que jamais soutenu, accompagné pour essayer de mettre notre pays en direction de l'émergence de 2035. Pourquoi? Vous savez, si tout à l'heure on a du temps, on va parler du bilan. Mais en gros, nous sommes dans une situation au jour d'aujourd'hui où, à un moment donné, vous savez, quand vous avez mis 30 ans au pouvoir, vous avez fabriqué des gens, vous avez promu des gens, vous avez encouragé des gens, et il se trouve quand même qu'une bonne partie des gens sur lesquels le président comptait ont déçu. Et vous le voyez très bien à travers la lutte contre la corruption. Alors c'est quand même un pourcentage important de grandes élites, de grandes personnes qui sont aux affaires et qui depuis très longtemps et qui en principe et naturellement devaient pouvoir assurer la relève. Aujourd'hui, on se rend bien compte qu'il y a cette déception au niveau des ressources humaines et à un moment donné, je pense même que le président devait pouvoir parfois se demander qui est avec lui, qui n'est pas avec lui. Est-ce qu'il y a une communication qui avait quelques exceptions? Tout à fait, tout à fait. Le message fort était beaucoup plus des inscriptions sur les listes biométriques. Vous savez, nous allons avoir une nouvelle année 2013. Si rien ne change, s'il n'y a pas de report, nous aurons des élections sénatoriales, nous aurons des élections municipales, législatives en 2013. Et forcément, par rapport à cela, il faut s'inscrire dans les listes. Et nous encourageons tous les militants, les sympathisants, tous les Camerounais qui veulent vraiment faire entendre parler leur voix doivent s'inscrire parce que s'inscrire sur liste électorale, c'est pas pour le RDPC, c'est pas pour le SDF, c'est pas pour... C'est d'abord en tant que citoyen, chacun doit s'inscrire dans la liste électorale de façon à aller utiliser son vote pour encourager, apprécier ou sanctionner. On peut évoquer quelques réalisations qui sont là, qui font en sorte que les Camerounais puissent avoir confiance et se mettre dans la mouvance de l'émergence. Ben, moi, je pense qu'il y a quelque chose qui est fondamental, c'est d'abord les libertés individuelles et collectives. Nous sommes aujourd'hui sur le plateau de télévision en train de parler politique. Et à une certaine époque, on ne pouvait pas le faire. Vous ne pouvez même pas parler à votre épouse dans la chambre, parce que vous ne savez pas de quel bord elle était, où elle est. Donc, il y a la liberté d'entreprendre qui est une réalité. Aujourd'hui, les Camerounais ne passent plus des obstacles très compliqués pour réaliser leurs vœux en termes d'affaires. Il y a la paix, la stabilité qui sont des choses sans lesquelles
rien de durable ne puisse se construire. Et donc, nous avons aussi des choses comme celle-là. Il y a un secteur où on a moins bien réussi. Il faut le dire, on n'a pas besoin de s'en cacher, c'est le secteur économique. Avec tout ce qui concerne, tout ce qui va avec, chômage, misère, pauvreté, chômage des jeunes et tout ça. Bon, évidemment, on va peut-être revenir dessus tout à l'heure, mais je crois que il faut être honnête de le dire, parce que le mandat actuel du président, je pense que il va le mettre au plan économique pour essayer de réussir de ce côté aussi, parce que de l'autre côté, je crois que c'est déjà bien fait. Il faut plus juste maintenir les acquis dans la pérennité. Nous restons donc en politique dans cette édition de la rétrospective de l'actualité pour parler de l'installation des nouveaux préfets qui prennent donc le commandement depuis quelques jours. Donc progressivement, ils sont donc installés par les différents gouverneurs des régions. Compte rendu. La redistribution des cadres dans l'administration territoriale est en marche au Cameroun depuis la signature du décret présidentiel du 22 août nommant de nouveaux préfets. Ce mercredi 7 novembre, c'était le tour du département de la Mefoué-Afamba de recevoir son nouveau chef de terre. L'administrateur civil principal Mbémi Nyatnga a été installé dans ses fonctions par le gouverneur de la région. Diplômé de l'école d'administration de Paris et ayant effectué plusieurs stages professionnels aux États-Unis, notamment à Washington, Mbémi Nyatnga atterrit en fou avec le profil haut. L'une des recommandations spéciales attribuées au préfet Mbémi Nyatnga, c'est la sécurisation et surtout la gestion rationnelle de tous les dossiers relatifs à l'aéroport international de Yaoundé-Nsimalen, où d'imminentes personnalités en séjour au Cameroun font escale. Une mission essentielle que le nouveau chef d'État appréhende, d'autant que les frères du village ont fait le déplacement d'un fou pour vivre cette prise du commandement de leur digne fils. Originaire de la région de l'Ouest, le préfet Mbémi Nyatnga a reçu la bénédiction traditionnelle. Département stratégique de la région du centre, la Mefoué-Afamba compte parmi ceux qui doivent mettre en place un dispositif clair pour protéger la cité capitale. Position stratégique, on l'a dit, mais également potentialité reconnue de tous. Cette circonscription administrative affiche de longues dents. Avec plus de 300 000 habitants, la Mefoué-Afamba, toute chapelle confondue, a simplement servi un accueil de grand jour à son nouveau chef de terre, Mbémi Nyatnga. Deux administrateurs chevronnés, Nassiri Paul Mbeya et Bernard Okalia Bilaye, étaient au cœur de la cérémonie de passation de commandement ce matin à Douala. C'est une nouvelle page qui s'ouvre pour Nassiri Paul Mbeya en tant que nouveau préfet du département du Vouri. Il a été installé dans un contexte où la métropole économique demande d'être passée au scanner. La ville de près de 2 300 habitants fait face au désordre urbain criard et les chantiers sont énormes. L'assainissement des eaux usées, l'aménagement des pénétrantes Est et Ouest, la gestion des marchés ou encore des conducteurs de mototaxi, aussi 44 km de drains linéaires sont autant de chantiers attendus. Nassiri Paul Mbeya devra préserver la paix sociale tout en étant le préfet des riches et des pauvres. Si Bernard Okalia Bilaye, actuel gouverneur de la région du Sud-Ouest, a combattu le bon combat, le nouveau préfet a une mission non moins difficile. En dépit du nouveau plan directeur d'urbanisme, l'occupation des sols reste la priorité pour améliorer le cadre de vie des populations. Et le préfet en a déjà conscience. Retour sur le plateau de la rétrospective de l'actualité sur le Canal 2 international, des préfets qui sont installés. Ils ont donc pour principaux chevaux de bataille, d'abord la sécurité et surtout assurer la légalité en toutes circonstances, au maintien de l'ordre au niveau de leurs différents départements de commandement. Comment peut-on commenter ou alors qu'est-ce qu'on peut ajouter à ce niveau pour permettre à ce que, d'abord dans la région du littoral, pour que le nouveau préfet qui est là puisse mieux mener ses missions? Mais disons qu'en général, le mouvement dans la préfectorale répond à des critères bien précis. Il faut une rotation assez régulière pour que les gens ne restent pas trop longtemps, qu'ils ne prennent pas de mauvaises habitudes. Et la préfectorale, c'est le grade de commandement le plus élevé, en dessous du gouverneur. Et donc, forcément, les populations doivent vaquer chaque jour
à leurs occupations. Il y a un maintien de l'ordre qui doit être assuré par la préfectorale parce que, vous savez, dans le désordre, rien de positif ne peut se construire. Donc la préfectorale a ce rôle. Et Douala est une ville un peu particulière où vous avez beaucoup d'opérateurs économiques, des gens qui font leur business, vous avez du politique aussi. Douala est un concentré un peu de tout ce qui peut être explosif. Le terme est peut-être fort, mais Douala c'est ça. Et le préfet qui est à Douala doit en tenir compte. Il doit être un préfet qui a une main de fer dans un gant de velours. Le préfet sortant, Bernard Okalia-Bilay, a tout de même imprégné sa marque dans une région comme celle du littoral, notamment dans la ville de Douala, avec le phénomène des mototaxis qu'il a fallu maîtriser en son temps. Mais disons que le gouverneur Okalia-Bilay, c'est un bon exemple de préfet qui savait prendre ses responsabilités. Il les prenait quand il le fallait, à temps, et il anticipait. Et moi, je suppose que c'est la raison pour laquelle il a d'ailleurs eu une promotion. Et je crois que ça ne veut pas non plus dire qu'il faut avoir des préfets qui vont, à la moindre demande de manifestation, il faut interdire. Parce que, bon, il y a la peur qu'il y ait un problème. Non, il faut écouter, il faut entendre, il faut discuter, il faut dialoguer, il faut aller vers les gens. Et je crois que prendre les mesures qui s'imposent, attends, c'est surtout ça. Si vous prenez une minute de retard, c'est tard aussi pour vous. Le forum sur l'électricité a été ouvert cette semaine à Douala. Il a été question de permettre au secteur privé d'apporter sa contribution au développement de ce secteur à travers un dialogue secteur public-secteur privé. La concurrence est ouverte, mais bien difficile pour l'unique opérateur au Cameroun, AES Sonel, qui assure la production, le transport, la distribution de l'énergie électrique au Cameroun. Reportage. Les chiffres ne sont pas satisfaisants en termes de production de l'énergie électrique au Cameroun. L'offre en énergie se situe autour de 10 537 MW. Pourtant, la demande prévisionnelle s'élève à 13 052 gigawatts. Lorsqu'on sait que moins de 1% des villages du Cameroun ne sont pas électrifiés. Un gap important qui ne favorise pas l'émergence, ce qui dénote d'ailleurs de l'inégale répartition de l'énergie électrique entre les villes et les villages. Douala, capitale économique du Cameroun, accueille ce jour, et ce jusqu'au 10 novembre 2012 prochain, le Forum international de l'électricité 2e édition et le Salon international Invest Elect. Il sera question de la contribution du secteur privé au meilleur accès à l'électricité. Le professeur Touna Mama a relevé les difficultés rencontrées dans le secteur de l'énergie au Cameroun et l'agence de régulation a du mal à se déployer. À ce jour, il n'y a pas de concurrence, c'est toujours le monopole. N'est-ce pas? C'est la même, on est passé, je peux dire, du monopole public au monopole privé. Donc la solution consiste en la concurrence au niveau de la production de l'électricité, qu'il y ait plusieurs opérateurs. Ce forum ouvre la voie pour un meilleur dialogue secteur public, secteur privé. Sur le terrain, AES Sonel assure à la fois la production, le transport et la distribution de l'énergie électrique, ce qui pose quand même un problème. Au cours de son exposé, Jean-David Billet, directeur général de AES Sonel, rappelle que depuis 2006, il y a une ouverture pour ceux qui s'intéressent au secteur, mais ce qui engage d'énormes investissements. La concurrence est autorisée par les textes de loi au Cameroun. Il est question à terme de promouvoir les investissements, renforcer les capacités des PME, bref, investir dans les énergies renouvelables et l'électrification rurale. Une situation pour notre pays qui est bien difficile lorsqu'on sait que dans les différents villages, il n'y a même pas 1% de ces villages qui sont desservis en termes d'énergie électrique. Une situation aussi complexe que telle que celle-là. AES Sonel, c'est vrai, fait des efforts, mais on a du mal à pouvoir desservir même les villages. Et derrière cela, aujourd'hui, on vit encore quelques délestages dans les quartiers et villes de la capitale économique, pour ne prendre que le cas de Douala. Comment envisager donc une sortie de cette situation qui reste complexe? Ben, disons que ce problème d'électricité et d'eau aussi, parce qu'il n'y a pas que l'électricité, hein, l'eau c'est pareil. Je crois que nous payons aujourd'hui l'absence d'anticipation qui aurait dû, cette anticipation qui aurait dû être faite il y a peut-être 15 ans en arrière, 20 ans même. Et parce que nous sommes un pays quand même qui a beaucoup évolué au plan démographique. Nous sommes aujourd'hui 20 millions. Et d'après ce que je sais, AES Sonel est limité, je crois, à 1000 gigas. Il ne peut pas aller au-delà de façon contractuelle. Pour aller au-delà, il faut créer des structures nouvelles comme KPDC et autres. Et malheureusement, pendant quelques années encore, il y aura ce déficit qui va continuer.
à cause de cette absence d'anticipation. Et maintenant, le secteur électrique a été libéralisé depuis les années 2005-2006, effectivement. Mais le problème qui se pose pour les autres opérateurs privés, c'est quoi? C'est que vous pouvez produire l'électricité, maintenant il faut le transporter et le distribuer. Alors les lignes de transport et de distribution restent la propriété de AES, qui ne va pas accepter facilement de vous laisser passer votre courant électrique par ces lignes. Donc vous devez mettre vos propres lignes. Et ça coûte très cher. C'est la raison pour laquelle ces secteurs ne voient pas beaucoup d'opérateurs. Et je pense que l'avenir doit aller dans 2 secteurs d'activité pour essayer de résorber très rapidement ce déficit. C'est d'abord passer des centrales à fioul vers les centrales à gaz, parce que le gaz est disponible. Nous avons beaucoup de gaz. Le premier exemple sera avec la centrale à gaz de Kribi, ou du gaz qui est une énergie propre par rapport au fioul. Le gaz va alimenter les turbines de KPDC pour produire l'électricité à peu près 200 mégas. Donc à côté de ça, il y a les énergies renouvelables. Il y a les panneaux solaires, il y a l'énergie éolienne. Nous sommes naturellement gâtés. La nature nous a gâtés parce qu'avec 9 mois de chaleur dans nos pays et les panneaux solaires, je peux vous garantir que beaucoup de maisons peuvent être construites en mettant uniquement des panneaux solaires sur la toiture. Ces panneaux solaires sont capables d'alimenter la maison durant toute la journée et avoir de l'eau chaude, d'un climatiseur en fonctionnement. Et c'est faisable, ça se fait déjà dans d'autres pays. Il n'y a pas de raison que ça ne se fasse pas ici. C'est la volonté de se lancer dans ce secteur. Encore que ça ne coûte pas très cher. Quand vous prenez vos factures d'électricité, bon, prenez une maison que vous avez construite qui va faire 50 ans. Et que vous payez peut-être en électricité, je ne sais pas, 20, 50, 100 000 par mois, sur 50 ans, regardez ce que ça va vous donner. Vous pouvez bien investir dans les panneaux solaires et être autonome en énergie. Il y a l'énergie éolienne. Nous sommes un pays qui sommes gâtés par les vents. Il y a beaucoup de vents. Il y a des secteurs, des endroits dans notre pays où ils ventent toute la journée. Il suffit de mettre ces systèmes en place avec les grandes éoliennes. Nous avons l'électricité propre. Il faut donc investir aujourd'hui pour les infrastructures. Je crois qu'il faut investir dans ce domaine du développement durable parce que on ne va pas s'en sortir avec le système de barrages, le système de centrales à fioul. Parlons donc des journalistes à présent avec le syndicat national des journalistes du Cameroun qui est nouveau président. Félix Ebola prend donc les rênes du syndicat au moment où sont annoncés à Yaoundé les états généraux de la communication au cours desquels on évoquera forcément les conditions de travail des professionnels des médias. Voici quelques évocations, le compte rendu de Lille Piedjou qui a assisté donc à cette élection ici même à Douala. Félix Ebola est le nouveau président du syndicat national des journalistes du Cameroun, SNJC. La liste conduite par Félix Ebola a été finalement acceptée malgré de nombreuses contestations sur le code électoral. Une liste validée par les délégués lors du congrès ordinaire du syndicat national des journalistes du Cameroun tenu les 3 et 4 novembre 2012 à Douala. La bataille la plus fondamentale, c'est celle qui va réglementer le secteur par cette convention collective, n'est toujours pas gagnée. Donc nous allons repartir le combat, mais avec une mobilisation plus forte pour que nous soyons sûrs d'arriver à une victoire un jour. Quand on est bien élu, quand on est consensuel, quand on est légitime devant le patronat de presse, devant les ministères de la communication d'une manière générale et devant aux yeux des journalistes qui vous ont mandaté, mais on est fondamentalement fort pour essayer d'aller mener des batailles et de conquérir des choses que les journalistes n'ont pas fondamentalement pu avoir. Pour les 3 prochaines années correspondant au bureau actuel, le SNJC se donne des objectifs à atteindre, notamment exiger l'application de la convention collective, rejeter les préalables des patrons, mettre fin au stage à durée indéterminée, intensifier la mobilisation syndicale féminine, entre autres. On pense qu'il faudrait qu'on organise une rencontre tripartite à nouveau entre les patrons, les travailleurs et le ministère du Travail et accessoirement le ministère de la Communication, et qu'il faudrait par exemple que pour les femmes, puisqu'il n'y a pas de mobilisation féminine réelle, les femmes préfèrent être dans des espèces de clubs où c'est plus facile pour elles, mais l'essentiel c'est qu'elles soient mobilisées sur le front syndical où on va améliorer leurs conditions de travail et où on va imposer le respect du travail des femmes. Ce bureau exécutif national réduit à 11 membres
permet donc de définitivement tourner le chapitre d'Alex Gustave Azebazé. Les nouveaux ouvriers ont un vaste chantier à explorer après le toilettage des textes donnant aux membres plus de clarté quant à l'action syndicale. Le syndicat national des journalistes du Cameroun a un nouveau président. Est-ce que ça va changer grand-chose au niveau de la pratique du métier? Moi, j'ai lu dans les journaux et puis j'ai suivi dans les médias aussi qu'il n'a jamais lancé un mot d'ordre. Et apparemment, je n'ai pas fini de lire. Dans les journaux, on parlait de boycotter les états généraux de la communication du mois de décembre. Moi, je crois qu'il commence mal. La politique, la chaise est vide, n'a jamais payé dans ce monde. Alors, commencer avec des boycotts. On avait fait des boycotts dans ce pays, on a vu là où ça nous a amené. Je crois que si ce monsieur a besoin d'idées, il peut se référer à beaucoup de gens qui vont l'aider parce que la profession de journaliste a beaucoup de problèmes de base. Les journalistes doivent être payés normalement par leur patron. Les journalistes doivent être enregistrés à la CNPS. Les journalistes doivent être assurés. Les journalistes doivent avoir la carte de presse. Il y a du boulot. Alors si lui, à peine il n'a même pas encore pris le... Il y a des combats plus importants que cela à mener, parce qu'au niveau des états généraux, il n'y aura pas que le journalisme, on parlera aussi de bien d'autres secteurs qui ont trait à la communication, la publicité entre autres. Je suis d'accord, mais je dis, vous journalistes que vous êtes, vous avez besoin de fonctionner dans un cadre bien défini. Et à ce que je sache, le ministère du Travail a sorti même, je crois, une convention. Il y a une convention collective qui va être signée. Mais le syndicat gagnerait déjà à aller sensibiliser les patrons de presse à respecter ça. Parce que moi, je compte les journalistes. Beaucoup se plaignent. Et les organes de presse, des télés, des radios ont des difficultés à payer leurs employés. Mais est-ce que le problème je crois que le syndicat n'a pas pour rôle seulement d'aller combattre les administrations, mais a pour rôle aussi d'encourager, d'amener les responsables des organes de presse, des radios, des télés, à essayer de se rapprocher de cette convention qui a été signée. Moi je dis, il arrive à peine, il commence à parler de boycott, je dis il a échoué avant de commencer. Est-ce que le problème n'est pas aussi au niveau de l'aide à la communication privée qui est pratiquement insuffisante et qui pratiquement n'existe pas selon certains patrons de presse? Oui, disons qu'il y a une explication aussi. L'aide à la communication, c'est une aide, comme le nom l'indique, c'est une aide. Quand vous créez votre journal, ce n'est pas par rapport à l'aide. Vous créez votre journal parce que vous pensez qu'il peut être rentable, il peut vous rapporter. Et vous recrutez du personnel que vous devez payer. L'aide vient en appui. Maintenant, si un journaliste, un responsable d'organe, prend l'aide pour base de son travail, évidemment, j'ai peur qu'il se soit trompé. Donc moi, je pense que l'aide peut être mieux distribuée. Elle est faible. Et puis si l'aide aussi devient beaucoup trop importante, on va aussi dire que l'État, le gouvernement est en train de... Beaucoup de patrons de presse ont surtout pensé qu'au niveau des ingrédients qui rentrent dans le papier, donc on voulait mieux subventionner la production de la presse que de subventionner... Je suis entièrement d'accord avec cela, parce que subventionner la production de la presse, subventionner la production au niveau des images télé, au niveau des radios, je crois que ce serait la bonne chose à faire, au lieu de distribuer un peu d'argent à parfois certaines personnes bonnes qui prennent cet argent, qui font autre chose avec. Mais je crois qu'en facilitant, en ramenant des coûts de production au niveau du papier, au niveau de la radio, au niveau de la télé, à des coûts très très faibles, je pense que ce serait un très très bon apport pour aider la profession à avancer. Je suis d'accord avec cela. Ce sont des scènes de joie des membres d'une équipe qui vient de réaliser des prouesses. Celle-ci découle de la réussite d'une opération à cœur ouvert, la deuxième du genre en 2 jours réalisée à l'hôpital général de Douala ce mercredi. Il aura fallu 4 heures et quelques minutes à la costaude équipe de chirurgiens cardiaques belges, ces spécialistes des hôpitaux Erasme et Saint-Pierre de Bruxelles, en collaboration avec les spécialistes de l'hôpital général de Douala pour la réussite de cette chirurgie de communication interauriculaire sous circulation extracorporelle chez l'adulte jeune. Une réussite qui n'a laissé personne indifférent. Globalement, tout s'est bien passé et jusqu'à présent, je pense que tout le monde est content. Cette expérience est pour moi très, très importante et j'ai vraiment été très, très heureux de pouvoir remplir cette mission qui arrive pratiquement à son terme. Il fallait une volonté de tous pour que ce projet puisse se réaliser. C'est une grande première et nous sommes persuadés que, vu le sérieux
pris pour mettre en place ce premier projet. Et compte tenu des résultats globalement satisfaisants, nous sommes persuadés qu'il va se poursuivre. Pour les malades, cela relève d'un véritable miracle et surtout du savoir-faire de ces spécialistes, d'où leur satisfaction. Je me sens vraiment en forme pour affronter les nouveaux jours parce que j'ai traîné la maladie pendant 38 ans et avec l'occasion de la mission de chirurgie cardiaque, je l'ai saisi et ça a été une bonne chose. Il faut rappeler que ces opérations interviennent après d'autres réalisées par le même groupe, notamment la pose de 2 pacemakers à 2 patients qui ont regagné leur domicile, ainsi que la réalisation de la chirurgie des fistules artério-veineuses chez 10 patients insuffisants rénaux. Débutée le 26 octobre dernier, cette mission, faut-il le rappeler, intervient dans le cadre de la collaboration entre les hôpitaux Erasme et Saint-Pierre de Bruxelles et l'hôpital général de Douala. Très satisfait. Déjà en termes de réussite opératoire, donc, tous les patients opérés ont bien retrouvé leur santé. Donc il n'y a pas eu de complications pendant les interventions. Et les malades opérés du cœur, il y en avait principalement 4, dont 2 ont reçu des pacemakers, ils sont déjà retournés chez eux, et 2 ont bénéficié d'une chirurgie à cœur ouverte, donc consistant à la fermeture d'une communication, d'un passage anormal entre les 2 oreillettes, ce qu'on appelle la communication interauriculaire. Les 2 réparations sont très bien passées et les malades se portent bien. Et à la lieu où ils vont pouvoir regagner leur domicile dès le début de la semaine prochaine. Et par ailleurs, donc, la semaine dernière, on a mis sur pied place 10 fistules. Vous avez des patients qui souffrent d'insuffisance rénale, nécessitant une dialyse, et il faut leur mettre des fistules. Et là, notre équipe a également mis 10 fistules chez 10 patients différents. Et cela à vil prix, donc quasiment bénévolement. Donc dans l'ensemble, il faut dire qu'aujourd'hui, nous sommes contents de pouvoir faire de la chirurgie cardiaque à Douala. C'est faisable. Parlons à présent de coopération dans le cadre de cette rétrospective de l'actualité sur Canal 2 International entre la Chine et le Cameroun. Un nouvel aéronef a été réceptionné du côté de Yaoundé par le ministre camerounais en charge de la Défense, accompagné de quelques autorités locales. Le MA60 vient ainsi renforcer le déploiement de nos forces de défense. Alain Ebel Olinga et Serge-Alain Zébou nous rendent compte de cet événement. Avec une allure majestueuse, il foule le tarmac de la base aérienne 101 de Yaoundé. C'est le MA60, le nouvel aéronef de nos forces de défense, acquis grâce à la coopération sino-camerounaise. Telle une nouvelle conquête, les noces du MA60 ont drainé la foule. Personnel de nos forces de défense, officiers supérieurs des armées et un impressionnant déploiement des membres du gouvernement autour du ministre délégué à la présidence, chargé de la défense et de l'ambassadeur de la République populaire de Chine, pays donateur. Le pesant de la mobilisation vaut bien la peine pour ce biturbopropulseur de court et moyen courrier, doté de moteurs Pratt & Whitney, capable de s'opposer sur de très courtes distances. Les clés vont passer du PCA de la Société Avionique Internationale à M. l'ambassadeur. Cet avion de 52 places intègre toutes les options modernes avec une avionique digitale et de nouveaux systèmes de navigation. Il s'agit d'un avion nouvelle technologie fiable de fabrication chinoise qui a la particularité de consommer moins de carburant et d'assurer plus de sécurité. C'est la matérialisation de la première phase d'une coopération aéronautique entre la République populaire de Chine et le Cameroun. C'est un bijou technologique pour accompagner le processus de modernisation de nos forces de défense inscrite dans une politique de réforme heureuse qui est loin d'être terminée. La coopération sino-camerounaise porte encore une fois de plus ses fruits. Un nouvel aéronef qui vient d'être réussi par nos forces de défense, c'est tout de même une avancée. Est-ce qu'on peut évoquer en 2 ou 3 petites phrases la portée significative de cette coopération entre la Chine et le Cameroun? Je pense que la coopération Chine-Cameroun est une coopération qui est dans un ensemble pour les Chinois qui sont décidés à aller vers le reste du monde. Et ce qui se passe au Cameroun se passe dans les autres pays africains, pareil. La Chine
est à la conquête du monde, comme on dit souvent, et la Chine met les moyens pour cette conquête. Je crois que la coopération entre le Cameroun et la Chine est une bonne coopération, parce que vous savez, qu'est-ce qu'on constate quand on fait de la politique? L'objectif de la politique, c'est d'améliorer les conditions de vie des populations. C'est ça le b.a.-ba. Alors, qu'est-ce que la Chine nous apporte dans l'amélioration des conditions de vie des populations? Au jour d'aujourd'hui, à une certaine époque, quand je partais acheter une paire de tennis Adidas, elle me coûtait 30, 40, 50 000 francs. Bon, peut-être que les Chinois n'ont pas Adidas, ils ont peut-être Apipas. On a quand même la chance qu'il y a le bas, le moyen et le haut de gamme chez les Chinois. 2500. Donc, je prends cet exemple pour dire que, au jour d'aujourd'hui, les Camerounais ressentent l'arrivée de la Chine comme quelque chose de positif. Dans ce sens que des choses qui étaient devenues inaccessibles redeviennent accessibles. Regardez les motos. À une certaine époque, vous ne pouvez pas acheter une moto qui ne coûtait pas moins d'1,5 million, 2 millions. Aujourd'hui, à 300, 400 000, vous avez des motos. C'est vrai que les motos ont aussi, ça implique aussi quelque chose au niveau de la discipline sur la chaussée et autres, ça pose des problèmes. Mais ceux qui achètent des motos pour aller à leur travail ou pour aller au champ, ils sont contents d'acheter une moto à 300, 400 000 francs. Donc, je crois qu'il y a ce côté des Chinois qui fait que on le ressent immédiatement, la coopération avec la Chine. Bon, maintenant, ils ont l'autre côté où on a des difficultés au niveau du transfert de technologie. Parce que quand les Chinois ont un marché à réaliser, ils gagnent une immeuble à construire, ils sont prêts à mener jusqu'aux manœuvres de Chine. Et c'est là où ça pose un problème parce que les manœuvres locaux ne sont pas utilisés et ça crée du chômage. Donc il faut que les Chinois fassent l'effort de parler nos langues parce qu'en fait, l'alibi qu'ils mettent, c'est la langue. Ils se cachent de la langue pour ne pas recruter localement. Il faut que les Chinois aient des interprètes, que les Camerounais se mettent à l'école de la Chine, à parler chinois aussi. Qui est cette véritable fusion, cette fusion, ce brassage-là, pour que ce handicap soit réglé, parce que c'est un gros handicap au niveau de la main-d'œuvre dans nos pays, parce que vous savez, ceux qui ne sont pas allés à l'école ou qui ont des diplômes CP, BPC, CAP, ils sont nombreux. Et c'est là où on a le gros du chômage. Et justement, si les Chinois viennent, ne libèrent pas ces positions, ça pose un problème. L'avion qui a été offert aux forces de défense, c'est quelque chose de positif. Moi, je pars aux États-Unis régulièrement. Les 3/4 des produits haut de gamme qui sont aux États-Unis sont made in China. Donc, il n'y a pas à avoir un complexe par rapport aux produits qui viennent de Chine. Les Chinois font le bas de gamme, le moyen et le haut de gamme. Ils font pour le prix que vous leur donnez. Aux États-Unis, je vous dis les 3/4. Et un grand économiste l'a dit quelque part. Quand vous regardez bien au niveau des échanges, les États-Unis doivent plus de 1500 milliards de dollars à la Chine en termes de banque de trésor. Pourquoi? Ça veut dire que les États-Unis dépendent un tout petit peu de la Chine. Donc, il n'y a pas de raison que nous, on ait honte à dire qu'on dépend de la Chine aussi sur certains secteurs. Donc, moi, j'encourage cette coopération. Tout ce qu'il y a à faire, c'est de s'assurer que sur des points sensibles comme les postes d'employés ouvriers, que vraiment les Chinois fassent l'effort de nous laisser ces postes-là et qu'ils envoient la supervision, l'encadrement, d'accord. Mais à ce niveau de b.a.-ba, vraiment, même si un maçon ne sait pas parler chinois, il peut regarder au niveau des murs. En tout cas, avec les gestes, un autre jour, je partais à mon lieu de service, les Chinois qui travaillent à côté, ils ont barré la route et ils n'ont pas barré au début au virage. Ils sont partis barrer 800 mètres à l'intérieur. Donc quand vous venez, vous ne savez pas que la rue est bloquée devant. Alors vous avancez, c'est devant eux que vous voyez qu'il y a la petite plaque triangulaire. On leur dit, mais non, mettez ça là-bas en début de piste, ça va éviter que les gens rentrent jusqu'ici. Le monsieur faisait comme il ne comprenait rien, tout simplement parce qu'il ne voulait pas comprendre. Ouvrons donc à présent une page triste dans cette édition de la rétrospective de l'actualité cette semaine pour parler de la disparition aux premières heures du 6 novembre 2012 dernier du prince René Douala Mangambel. Dans ces deux reportages qui vont suivre, lui, Roger Noadieu, s'est rendu à la chefferie du canton Bel où il fait un état des lieux et ensuite Alex Lembert reviendra sur le parcours de cet homme, journaliste de son état et qui aura marqué longuement la ville de Douala. Cette autorité traditionnelle s'en est allée, comme on dit, le chef s'est déplacé. Le chef n'est jamais mort.
Atmosphère très lourde ce mardi matin 6 novembre 2012 à la résidence du prince Douala Mangabel à Bali dans la capitale économique Douala. De bouche à oreille, on susurre, ça se chuchote, le roi a disparu, il est en voyage. Personne dans de pareilles circonstances ne veut prendre la responsabilité d'annoncer sans avoir qualité le décès du prince Douala Mangabel. Et pourtant, le ballet des notables, des dignitaires, ainsi que des personnalités vont être des signes évocateurs de la chute de cette figure emblématique du peuple Sawa. Pour le professeur Valère Épée, c'est le moment propice pour le silence et le recueillement. Un roi ne meurt pas. On se tait donc. Et on attend de voir le roi. Lorsque tombe une telle nouvelle, c'est le silence du recueillement. Le chef, le roi, est en voyage. On attend le retour du roi. C'est donc dur à accepter, à croire, mais c'est la dure réalité. Le prince Douala Mangabel a quitté ce monde des mortels pour rejoindre celui de ses ancêtres aux environs de 4 heures du matin ce mardi, à l'âge de 85 ans. Né le 22 février 1927 à Douala de Ethel Manga Douala Bel, frère du prince Alexandre Ndoumbe Douala Mangabel, prince régnant de l'époque, et de Victoria di Konganjoke et Bongom, le roi vénéré des Sawa accède au trône en 1966 après le décès de son oncle. Après ses études à Douala, il s'engage tout d'abord dans l'armée française en 1948 et combat 3 ans durant aux couleurs françaises, notamment à Tonkin de 1950 à 1953. Puis, retour en France. L'année d'après, soit en 1954, il va épouser à Paris Delphine Bonimbedi Ibumbu. Après un séjour didactique au centre de formation de journalisme de la rue de Louvre à Paris, il va collaborer avec plusieurs rédactions, notamment la RTF, entendez, Radio-Télévision Française et également Présence Africaine, Carrefour de l'Histoire, Okora, entendez, Office de la coopération de la radiodiffusion pour l'Afrique et l'Éclair, journal pour les actualités cinématographiques du Cameroun. Il va également publier aux éditions Africavenir, Exchange et Dialogue Le Prince Alexandre, qui est un essai historique et politique. Ensuite, Kafouyi, qui n'est nul autre qu'un roman. Suivra donc Quiproquo, une pièce de théâtre, et la deuxième régence de Dodo, qui est un essai historique. Et puis enfin, La Chapelle païenne, un somptueux recueil de poèmes. Il ne serait donc pas superflu de rappeler qu'il a été plusieurs fois président du Ngondo jusqu'en 2010. Comme pour dire que c'est un journaliste émérite doublé d'une casquette d'écrivain qui s'en est allé. Pensée pieuse au prince. Le prince René Douala Mangabel s'en est allé, c'est un immense vide qu'il laisse. Oui, je confirme que c'est un immense vide parce que c'était un monsieur atypique et fort de caractère et qui, quand il fallait dire ce qu'il pensait, n'hésitait pas à le dire à qui que ce soit. Et je crois que c'était une figure emblématique du peuple Sawa, qu'il aimait bien et qui même allait jusqu'à parfois fermer les yeux sur certaines choses qui n'étaient pas toujours intéressantes parce que c'était un monsieur charismatique, il était journaliste de formation. J'ai eu l'honneur de discuter avec lui à maintes reprises, de l'approcher, parce que quelque part, il était un oncle éloigné de mon épouse, donc je le connais très bien. Nous allons nous déporter du côté de l'étranger cette fois-ci pour parler de l'élection américaine qui a donc vu le sac de Barack Obama, une fois de plus, qui rempile, qui a donc remporté l'élection présidentielle. Il sera donc président de la République pendant les 4 prochaines années, qui est jusqu'en 2016. Dans la fièvre donc de cette élection, au lendemain de sa victoire, Armel Gad nous replonge pour que nous puissions comprendre quel est donc ce nouveau plan d'action qu'il va mettre en place pour mener à bien les destinées des États-Unis et d'Amérique. Reportage. 4 ans de plus, Barack Obama les passera à la tête des États-Unis d'Amérique après avoir remporté la présidentielle américaine de ce 6 novembre 2012 face au républicain Mitt Romney.
Le président, dans son discours inaugural de victoire, s'est engagé à travailler avec les démocrates et les républicains pour remettre le pays sur les rails. Nous nous concentrons sur les emplois dans l'avenir. Je suis impatient de voir les deux camps travailler ensemble, réformer notre régime fiscal. Nous avons encore du travail à faire. Le président reconnaît toutefois que le travail effectué a été remarquable. Il prendra en compte les revendications des électeurs qui l'ont porté au sommet et appelle à la collaboration. Vous avez fait de moi un meilleur président. Grâce à vos luttes, je retourne à la Maison-Blanche, plus déterminé et plus inspiré que jamais. Malgré toutes les frustrations, je n'ai jamais été plus optimiste quant à notre avenir. Je crois que nous pouvons saisir notre avenir. Nous sommes et serons toujours les États-Unis d'Amérique. Les deux candidats sont restés au coude à coude au vote populaire. Barack Obama a donc pris l'avantage sur Mitt Romney au vote des grands électeurs avec 303 voix contre 206 à son challenger. Barack Obama restera dans l'histoire le 44e président et le tout premier président noir des États-Unis d'Amérique. Le président Barack Obama a un espoir pour l'Afrique, une fois de plus remporte l'élection présidentielle. Comment peut-on interpréter cette victoire? Disons que pour gagner, il faut bien se préparer. Je pense que le président Obama s'est bien préparé. Avant qu'il n'accède il y a 4 ans, il venait, il était novice, et en 4 ans, il a pris la mesure du poste. Il a fait beaucoup d'avancées au plan intérieur, parce qu'il faut rappeler aux uns et aux autres que le président des États-Unis est d'abord président pour les Américains et les intérêts américains partout dans le monde. Il n'est pas le président des États-Unis pour l'Afrique. C'est vrai qu'il est le père africain, mais il est américain. Et l'Américain aux États-Unis voit d'abord l'Amérique. Donc le président Obama a beaucoup travaillé à l'intérieur de son pays, il a amélioré beaucoup de choses. C'est vrai qu'à un moment donné, il a eu la Chambre des représentants, je crois, ou le Congrès, en fait, qui l'ont un peu bloqué dans certaines avancées qu'il voulait. Mais je pense que c'est le système américain, le président ne décide pas de tout. Il y a la Chambre des représentants, il y a, et puis l'autre chambre qui sont là pour le surveiller, le coacher, et pour qu'il ne dérive pas. Donc Obama a fait du bon travail, et c'est la raison pour laquelle les Américains l'ont réélu. Et je crois qu'il repart pour 4 ans. Il sera encore un peu plus libre qu'au premier mandat, parce que vous savez, quand quelqu'un arrive à la Maison-Blanche, l'ambition c'est de faire 2 mandats et partir. Bon, ceux qui ont fait un mandat et sont partis, c'était peut-être un parcours. Il est quand même inscrit parmi les rares présidents qui ont aligné successivement 2 mandats. Tout à fait. Ces derniers temps, beaucoup aligné 2 mandats quand même ces dernières années. Pourquoi? Parce que au niveau du premier mandat, ils intègrent beaucoup de données, ils ne prennent pas trop de risques. Vous allez bien voir qu'au niveau du deuxième mandat, il va prendre un peu plus de risques parce qu'il sait qu'il n'a pas assez représenté, même si ces risques doivent être contrôlés, limités. On peut noter quand même que durant le passage du président Obama, il n'y a pas eu de guerre supplémentaire dans le monde. Il a essayé de contenir ce qui existait, il a essayé de résoudre le problème là où il fallait, mais il n'a pas allumé d'autres feux. Et je crois que c'est ça qui est bien, et c'est ça qui permet au monde d'être calme et stable. Et je crois qu'il mérite d'être réélu, et je crois que là maintenant, je crois que c'est 4 ans qui arrivent, il va les gérer avec un peu plus, avec moins de pression, et ce sera la faveur des Américains d'abord. Robert Mouté-Ambassa, nous allons vous dire infiniment merci au moment où nous nous séparons dans le cadre de cette rétrospective ce dimanche. Et merci pour le temps que vous nous avez consacré. Vous savez, quand vous m'invitez, je suis disponible. Et c'était avec plaisir que je suis repassé sur ce plateau. Ça faisait quand même un peu moins de 2 ans, je n'étais pas passé en rétro. Et c'est avec plaisir que je suis passé. J'espère que je vous ai donné satisfaction et pareil les téléspectateurs. Entièrement. Et surtout, bon retour et bonne chance dans toutes vos activités. Je vous remercie. Mesdames, Messieurs, c'est donc ici que prend fin cette rétrospective de l'actualité sur Canal 2 International ce dimanche. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous dimanche prochain avec un nouvel invité. D'ici là, portez-vous bien. Et merci de rester en compagnie des programmes de Canal 2 International. S'il plaît à Dieu. À bientôt.